T'es le meilleur, si on commence comme ça. Ah bah oui. On commence. Premier mot, je suis le meilleur. Tu es le meilleur. Donc, vous savez tout ça qui vous avez à faire comme invité, bien sûr. Ouais. Bah, on va voir. Mais d'abord, bienvenue dans Passion, le podcast où j'invite les humoristes à parler d'autre chose que les techniques de blague et donc leur passion. Je m'invite chez Mickaël pour parler d'Eurovision, qui est ta passion numéro... Les chansons de ce genre-là, en tout cas, c'est une de mes grandes passions. Les chansons, j'aurais dû faire un truc variété, karaoké. Ouais, karaoké, j'aime beaucoup. Mais les chansons qu'une certaine partie des gens trouvent pourries, moi j'aime beaucoup. Je retrouve beaucoup de charme et ça me fait souvent rire. Les petits nanars version... Voilà, les nanars chansonnesques, c'est quelque chose que j'aime. Mais pour le coup, c'est une explication très logique pour l'amour de l'Eurovision, quoi. À l'Eurovision, c'est à la fois des paroles extraordinaires, des chorégraphies, des costumes. C'est parfait. C'est peut-être la meilleure soirée de l'année. La meilleure soirée de l'année. Eh bien, avant d'en parler, je vais te proposer de faire ce que tous les invités font, lire leur bio. Alors, Mickaël Delacour est un comédien et humoriste aguerri. Il se distingue au théâtre, notamment dans la pièce De La Fontaine à Booba, mais aussi en stand-up, où il prépare un nouveau spectacle, Merci Vasectomie, et également en podcast live. Il a en effet créé les commentaires connards. À la manière d'une chaîne de sport qui n'aurait pas le droit de diffuser les images, il fait vivre les compétitions sportives sur Twitch et invite autour de la table d'autres artistes qui poursuivent la même idée fixe, vous divertir au lieu de vous asséner des analyses d'experts sportifs. Vous retrouvez ensuite les meilleurs moments de ces discussions pour vous faire gagner du temps et maximiser votre plaisir. Parfait. Bravo. Maximiser le plaisir, c'est tout moi ça. Voilà. Bravo pour tes conquêtes. Ouais, voilà, vous aurez compris, je fais des blagues à niveau de la ceinture. Au niveau au-dessus, en dessous, au milieu. J'essaie de faire les deux quand même. C'est bien. Partout. Partout. Partout, comme dirait la pub Vite. Tu la connais ? Non, mais du coup, c'était sur l'épilation. Il disait mais vous êtes épilé partout. C'était très bizarre. Bref, ça n'a aucun sens de parler de ça maintenant. En plus, ta bio, pour le coup, des fois, je fais des bios un peu décalés. Mais là, c'était une bio promo. Ouais, là, pour le coup, carrément. Très, très pro. J'ai un autre podcast que j'ai créé parce que du coup... c'est vrai, entre-temps. Oui, c'est vrai que c'était entre-temps. Comme je vais sortir mon spectacle Merci Vasectomie, j'ai créé un podcast un peu pour raconter les derniers temps avant de jouer un spectacle, le dernier mois. Alors, j'avais commencé un mois avant la première, qui s'est trouvé être pendant le confinement. Donc du coup, là, je suis de nouveau un mois avant la première. Donc j'ai enregistré un épisode tout à l'heure pour recommencer le truc. Voilà, donc ça s'appelle Journal d'un humoriste sociopathe mais humaniste. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça donne envie. En plus, tout à l'heure, j'ai ajouté un avis au podcast où j'avais oublié, donc je t'ai ajouté un avis. Ah très bien, j'ai un avis parce que j'ai pas... J'ai vu que t'avais pas d'avis. Mais d'accord, j'étais curieux aussi parce que j'ai regardé après 3 mois de vacances, du coup, j'ai absolument rien eu à faire dans l'humour. Je suis rentré de vacances et j'ai regardé les statistiques du podcast et il y a des gens qui ont écouté. J'étais très surpris parce que j'ai fait 0 pub et je pensais pas. Enfin, je faisais ça un peu pour le plaisir. Et il y a beaucoup plus de gens qui ont écouté que ce que je pensais, quoi. Et bravo. J'espère que t'en as plus que nous. J'espère que vous en avez plus que moi aussi. Pense que on parlera hors antenne des chiffres pour pas se taper la honte. Les podcasts, souvent, ça met un peu de temps à décoller et puis après ça... Et c'est le 9e épisode officiel et le 10e, parce qu'on a fait un petit épisode bonus avec Pierre et Ghislain. D'accord, super. Il va être... Ah, mais je l'ai vu, je l'ai entendu celui-là. Oui, en fait, l'épisode bonus, je l'ai sorti vachement tôt parce que je me suis calée sur les dates de sortie des promos. J'essaye de caler ça. D'accord. Alors pour toi, du coup, ça va sortir fin septembre. Alors là, j'ai une première date qui est calée à Auxerre, du coup, en octobre. Ouais, parfait. Voilà. Et après, j'essaierai de jouer sur Paris assez rapidement aussi. Parfait, parce que du coup, c'est pas du tout lié au calendrier Eurovision, parce que là, c'est en mai d'habitude, je crois, l'Eurovision. Oui, c'est au mois de mai, mais je vais en parler dans la chronique. D'accord, je te laisse. Et, tu peux intervenir ou tu peux me laisser parler, tu fais comme tu veux. Parce que du coup, les deux formats fonctionnent. D'accord. Généralement. Ok, je vais... Donc, parce que l'important, c'est d'expliquer ce qu'est l'Eurovision, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. C'est un concours de musique européen, même si l'Australie y participe depuis 2015. Faut pas chercher. Qui détermine le gagnant de l'Eurovision ? Alors, c'est un peu comme les festivals d'humour, parce que l'Eurovision mêle le vote du public et le vote du jury. Et l'an dernier, le jury, en 2019, du coup, a fait gagner la Suède. Le jury a fait gagner la Suède et le public la Norvège. Mais alors, qui gagne, à ton avis ?
Je dirais que c'est le public qui a le fin mot. Mais alors, moi, dans mon souvenir, je connaissais que le public. Alors, j'avais peut-être pas regardé les dernières années. C'est récent ou pas qu'il y ait un jury? Il y a toujours eu un jury, je D'accord. crois, mais il y avait, enfin, c'est la distribution des votes qui est différente depuis un certain temps. Et D'accord. là, je vais me faire engueuler par les spécialistes parce que, parce que je ne sais plus exactement. Mais je sais il y avait un délire de télévote trop important avant. Et ils ont fait 50-50 D'accord. plus récemment. Ça y est, ça me revient. Et bien, du coup, qui gagne entre la Suède et la Norvège? Personne, c'était les Pays-Bas. D'accord. Ah oui, ok, ils ont Ouais. fait une moyenne pondérée, un truc un peu... Ok. Je ne saurais pas expliquer, mais je renverrai aux experts. Mais enfin, je peux quand même expliquer ce tour de passe-passe. En fait, il faut connaître le rituel des points. En gros, c'est une visioconférence avec tous les pays. Donc, chacun déclame son discours. Généralement, la délégation française encense son candidat qui se prend une tôle. Et puis après, il donne les points. Et ça dure des plombes, ça dure bien 1 heure ou 2. Oui. Et puis après, le gagnant, il pleure, il revient chanter. Il chante parfaitement bien. Et pourtant, il n'y a pas de playback alors qu'il pleure. Ça, c'est la magie des artistes. Mais c'est vrai que cette cérémonie des points, en plus, ce qui est génial, c'est qu'on voit tout le copinage et le racisme qu'il y a entre pays européens, c'est-à-dire qu'on sait que les pays baltes vont céder entre eux, ils aiment pas trop certains trucs. Donc on voit toujours un peu les mêmes pays qui votent pour les mêmes d'année en année. Donc c'est assez rigolo à voir et à la fois parfois un petit peu triste. Mais ouais, c'est une sacrée cérémonie, cette cérémonie des points. Mais c'est marrant que tu dis ça parce qu'au final, si tout le monde votait toujours pour les mêmes, ce serait toujours les mêmes gagnants. Même si le jury fait la même chose d'ailleurs, hein, pour le coup. Donc, non, il y a quand même, je pense, les goûts et les couleurs qui rentrent en compte, mais il y a quand même souvent des petits un peu plus pour les copains, quoi. Quand c'est vraiment abusé, ils uent. Genre, ils je sais pas. Je pense que tout le monde a compris, c'est l'essentiel. Mais genre, l'Azerbaïdjan, il va donner les points à la Russie, c'est obligé. Ah oui. Voilà. Et tu parlais du mois de mai tout à l'heure, mais sache que l'Eurovision, c'est beaucoup plus qu'un coup d'un soir. Donc, ça dure grosso modo officiellement 1 semaine en mai, donc les 2 demi-finales le mardi et le jeudi, et puis la grande finale le samedi. Mais avant ça, il y a les sélections nationales. Et en Suède, ça prend carrément 1 mois pour choisir la meilleure chanson. Ça s'appelle le Melody Festival. Et ça marche au niveau résultat. 7 top 5 et 2 victoires en 10 ans. Oui, alors que le candidat français, on ne sait jamais trop comment il choisit. C'est toujours quelqu'un sorti de derrière les fagots. Ou de temps en temps une star quand même. Il y a Sébastien Tellier qui l'avait fait. Il y a eu Patricia Cass. Il y a Ouais. énormément de monde. On en parlera tout à l'heure. J'ai tout préparé, tout un truc. Parfait. Mais du coup, effectivement, pourquoi on est si nul à l'Eurovision ? Je pense que c'est un peu comme la mentalité française. On croit qu'on est nul et que le grand public dit « Oui, c'est politique, la vie est injuste, gna 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 ». Mais en réalité, on a réagi en 2016 avec la super chanson d'Amir. J'ai cherché. Premier des bookmakers pendant un bon moment et 6e au final. C'est pas mal sur 26. 6e pour la France, c'est vraiment... Il faut savoir que d'habitude, on est plutôt dans les derniers quarts. Il y a quoi, 25 pays en gros à peu près? Entre 24 et 26 en fonction des éditions. Et excuse-moi du manque de précision. Ça va, je dis peut-être une connerie. Souvent la France est 20e, 22e, voilà. Donc 6e pour la France, c'est un petit exploit. Et c'est vrai que niveau chanson aussi, on n'en voit pas forcément ce qui est dans le cadre Eurovision. C'est-à-dire qu'il y a quand même un type de musique avec un peu d'Eurodance ou avec... Nous, on en voit des choses très françaises. Et je me rappelle notamment, parce que les commentateurs français sont souvent assez condescendants et l'année où c'était Lordi qui avait gagné, qui est candidat de la Norvège. Finlande. La Finlande, pardon. Du coup, Lordi, c'était un groupe de métal, monster metal. Enfin, ils étaient complètement déguisés, c'était complètement absurde. Et le commentateur français les a regardés avec toute la condescendance et disait « Ah, eux, ils sont bien mignons, mais ils n'ont aucune chance. » Et évidemment, ils ont gagné à plat de couture. Donc, c'est dire si la France, on ne voit pas forcément les représentants qui plaisent le plus à l'Europe. Bon, après, c'est Michel Drucker qui avait dit je vais le faire écouter à ma chienne qui va devenir dingue. Il avait dit ça. Et j'en parlais tout à l'heure, mais il y avait carrément eu un médiateur tellement on avait offensé la communauté black metal. Donc, et je pense que c'est pas la bonne idée d'énerver ces gens-là. Non. Voilà, donc... Même si au final, ils sont souvent très gentils. Disons qu'ils vont s'énerver pour des choses, des causes justes. Oui. Genre Michel Drucker. Oui, voilà. C'est pas la peine. Je parlais des bookmakers et parce qu'en fait, des gens parient sur l'Eurovision, c'est comme le sport au final. Et en France, franchement, on ose. Parfois, on se plante. Et en fait, on se plante surtout quand France Télévisions décide d'une sélection en interne. En 2020, ils ont choisi Tom Leb, humoriste, chanteur,
sans consulter le public. Bon, très bien. Mais les fans de Tom Leb, ils le savent très bien, le fils de Michel Leb, il forme un duo irrésistible avec sa guitare. Et France Télé, ils ont utilisé Tom Leb, mais ils lui ont fait chanter quelque chose sans guitare et sans accent raciste. C'est... Ouais, petite vanne facile. Il y avait une autre petite vanne, c'était quand t'as cité les fans de Tom Leb, comme s'il y en avait. Mais tu sais que Tom Leb est très beau gosse. Honnêtement, je connaissais pas avant, mais avec l'Eurovision, j'ai découvert. Ah, je peux te dire... Toi, t'es fan de Tom Leb, du coup ? Pas trop. Non ? Mais en fait, je vais raconter une anecdote sur Tom Leb. Je l'ai vu en spectacle il y a très longtemps parce que je suis allée voir le Canal Football Club. D'accord. Et en fait, quand tu vas voir des émissions télé avec casting events, tu gagnes des places gratos pour les spectacles, sachez-le. Et donc, j'ai eu des places gratos pour ce spectacle. Et pendant le spectacle, Tom a chanté à la fin la chanson Alléluia. C'était très mignon. Et en fait, moi, j'ai pas chanté parce que je suis timide et donc je chante pas. J'étais pas au premier rang, tu vois. Et il m'a hurlé dessus. Il a fait « Mais chante !» Et c'était horrible pour moi. Et je me souviens encore de son regard. C'était il y a 5 ans, tu vois. D'accord. Et donc, mais il paraît qu'il est très sympa. Et je pense que, il était juste dans son moment artistique. Et j'étais vraiment la seule personne à pas chanter. Donc voilà, pardon Tom. Faut faire du playback dans ces cas-là. Ouais, j'y ai pas pensé. Je suis pas très Eurovision, hors de l'Eurovision. À l'Apollo au théâtre, tu vois, bon. Mais c'est un très bon spectacle, Kevin et Tom. Moi, ça m'est arrivé dans un spectacle comme ça, pareil, qu'on me demande de chanter et je connaissais pas les paroles. C'était à la messe, j'ai fait du playback. Le playback à la messe, le DJ. Ça marche très, très bien. J'adore. Et on va revenir aux faits quand même de 2020. La chef de délégation française, elle a dit « Tom Leb va chanter en direct dans la Tour Eiffel. Ça va être le symbole de la France. Ce choix de chanson, on a envie de le vivre tous ensemble. » Franchement, on dirait moi qui dis « Demain, ça va être exceptionnel. Je vais draguer machin, ça va le faire. » Et le lendemain, un gros râteau en pleine face. C'est Tom Leb. Et Tom Leb, pour le coup, sans surprise, le lendemain, sanction des bookmakers. Tom Leb, il avait 2% de chance de gagner le concours. Et franchement, c'est énorme pour un concours qui a été annulé. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Personne ne l'a gagné, ça a été un Skype géant, juste pour le voir. principe, quoi. Ouais, voilà, pour le principe, tout le monde était bloqué chez soi. D'accord. Et l'Eurovision annulée, les candidats de 2020 peuvent revenir l'an prochain, en 2021, et changer leur chanson si besoin. Et Tom Leb a renoncé d'un commun accord, même si, comme dirait Grand Corps Malade, France 2 était sans doute plus d'accord que Tom. Voilà, c'était la fin. Et j'ajoute quand même que Tom Leb, à la guitare, ils ont changé, parce qu'ils se sont rendus compte avec le tollé, qu'ils ont changé un petit peu l'instrumentalisation. Ils ont rajouté du français, parce que tout le monde dit chaque année « Non, il faut que les Français ils chantent en français tout le temps. » Et donc The Best In Me est devenu mon allié. Mais Tom, pour le coup, il ne sera pas l'année prochaine. D'accord. On fera une sélection nationale qui aura lieu en province. Ah oui ? Ouais, dans une salle de spectacle. Ils n'ont pas encore décidé la ville. Et ça va être produit par France 2 en interne. Et apparemment, c'est mieux que d'habitude. Ah, bah si on peut avoir des places gratuites avec Casting Events, là, ou je sais pas, c'est vrai qu'on ira. Je pense que ce sera différent parce que ce sera pas. Remarque, c'est une émission télé, mais du coup, tu seras pas défrayé pour aller à La Rochelle ou je ne sais où. Ouais. Je ne sais pas où c'est. Après, peut-être qu'après ce podcast, ils nous contacteront pour faire partie du jury. Mais j'aimerais tellement. Et on en parle avec... Parce qu'en fait, moi, j'ai un ami qui a lancé un Twitch et une chaîne YouTube sur l'Eurovision. Oui. Qui s'appelle Parlons Eurovision. D'accord. Et il a été accrédité pour Destination Eurovision et tout. Et lui, il rêve de faire partie des jurys de délégation française. Ah bah il pourrait. Hein. Mais bien sûr qu'il pourrait. Il y a toute une génération d'observateurs, d'Eurofans qui connaissent très bien le concours. Et il y a d'un autre côté certaines personnes à France Télévisions, je pense pas tout le monde, parce que c'est trop facile de schématiser, moi je les connais pas, qui semblent un petit peu déconnectés, surtout à l'époque quand ils envoyaient des gens comme Lisa Angel. Oui. C'était très compliqué. Alors n'hésitez pas, si vous connaissez pas les noms qu'on vous cite, Lisa Angel notamment, à aller voir sur internet leurs clips parce que c'est toujours des bons moments, vraiment. Ouais, cela dit, c'était une chanson sur la guerre. Donc voilà. Une grande voix, mais c'était nul à chier. Pour l'Eurovision, ça n'allait pas du tout. Exemple parfait de décalage. Et j'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, ça pourrait être pas mal aussi de faire l'Eurovision en commentaire connard. Mais oui. Commenter, des commentaires en direct, mais différents de ceux de France 2. Mais oui, complètement. Voilà. Parce que typiquement, j'ai encore parlé de Parlons Eurovision, mais ils font des soirées tous les mardis et repassent les anciens Eurovision. Et tu peux voter. Donc moi, il y a toujours Juliette du Spot du Rire qui vote à chaque fois. Et ça me fait kiffer. Donc voilà. Mais c'est dur de voter
la grille de notation, parce que c'est quand même pas facile selon les années. Il y a quand même, faut savoir que Céline Dion, donc, qui est québécoise, a gagné l'Eurovision pour le Luxembourg, par exemple. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de présenter un candidat de son pays, c'est la magie du truc. Mais bon, Céline Dion, donc, qui a gagné, qui était une chanteuse à voix, clairement. Donc cette année-là, c'était ça. Et après, on voit Lordi qui ont gagné parce que les costumes, parce que d'autres choses. C'est pas évident il n'y a pas une grille de lecture unique. C'est un peu comme les concours d'humoristes, d'ailleurs. Ouais, et puis c'est un peu des modes. Hein. Tu vas avoir une balade qui peut gagner à un moment, et après tu vas avoir un truc super Eurodance, et après tu auras un truc de heavy metal qu'on ne rendra pas. Tu auras des trucs qui sont vachement appréciés et qui gagnent pas. Et au contraire des trucs, tu te dis ça paye pas de mine, et au final ça gagne. Donc c'est vraiment très étrange tout ça. C'est la magie du spectacle vivant version Eurovision. Est-ce que tu as une réaction sur ce petit segment de chronique ? Tu me souris, tu me donnes vraiment de good vibes. Non, mais réaction, des trucs à rajouter Ouais, parce qu'on va continuer à parler Eurovision. Bien sûr. Après, j'aurai d'autres choses à dire. C'est une réaction à chaud. Non, mais je passe un bon moment et puis ça me donne envie là, d'écouter de l'Eurodance. De l'Eurodance. Mais t'aimes beaucoup l'Eurodance comme moi ? Écoute, c'est pareil. En fait, ça me fait marrer. En plus, c'est un peu des souvenirs d'enfance. Ouais. Tu sais, moi, l'Eurodance, c'est les trucs qui passaient au manège à la fête foraine quand j'étais petit. Ouais. Et du coup, ça m'évoque un peu ce genre de trucs. C'est quoi tes rêves ? Mes rêves, pardon. Corona, c'est plus de la dance, mais après, Epic Sax Guy, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Darude, ouais. Ouais, tu sais qu'il a fait l'Eurovision ? Ah, il a fait l'Eurovision, ouais, d'accord. Look Away pour la Finlande, ça s'est pas qualifié. Ah là là. Mais c'était magnifique, il y avait une femme avec une robe verte, magnifique, on aurait dit qu'elle tombait dans l'eau. Ah bah je regarderai ça les gens dès la fin de l'émission. Look Away, c'était beaucoup moins punchy que Sandstorm. Oui. Mais parce que là, Sandstorm, c'est vraiment la migraine. Hein. Oui, mais j'adore cette chanson. Mais ouais, non, c'était plus tranquille, EDM. D'accord. J'invite les gens à regarder tous les genres de musique électronique parce que entre la trance, la progressive, tout ça. Va falloir que tu fasses un article en dessous du podcast pour toutes les définitions en fait, et les liens. Pour chaque podcast, même si pas grand monde le consulte, j'ai fait un petit sondage, la moitié des gens s'en bat les couilles et pas au courant. Enfin, comme souvent, quand tu proposes trop de choses, ils ne trouvent pas forcément tout. Et en fait, il y a des références en bas de chaque épisode pour retrouver tous les trucs, pour les gens un peu nerds qui veulent chercher des trucs comme ça. Là, vous le saurez. Bah ouais, vous le saurez. Merci, merci. Tu m'aides vraiment à faire des transitions, c'est incroyable. On va commencer par évoquer pourquoi on aime ou pas l'Eurovision. Avec ma première question, comment a commencé ta passion pour l'Eurovision ? Alors, je pense que je suis tombé la première fois sur l'Eurovision quand j'étais gamin, à la télé comme ça, et bon, sur le coup, j'étais un peu circonspect. Tu sais, t'es petit, tu vois la France, qu'est-ce qui se passe ? La France était nulle. Voilà, donc j'étais curieux, mais j'avais pas trop encore accroché. C'est après, à l'âge adulte, quand j'ai découvert... alors, il y a eu évidemment le Epic Sax Guy, dont on a parlé, qui est... n'hésitez pas à regarder sur ça, je crois que c'est une de mes préférées vraiment. C'est laquelle ? Parce qu'il a fait deux. Oui, il est revenu au concours quelques années après, mais c'était donc la Moldavie qui était venue avec comment il s'appelait, Sunstroke Project. Voilà. Runaway. Et donc il y avait un violoniste, il y avait donc quelqu'un au saxophone et 2 chanteurs. Tous avec des têtes vraiment parfaites de gens d'Eurovision, clairement de nordiques d'Eurovision pour être plus précis, et avec des chorégraphies extraordinaires, et notamment le saxophoniste qui a fait une chorégraphie, mais on ne peut plus sensuelle, on va dire, pour pas dire plus. Et en fait, ils ont fini, je pense, avant-dernier, enfin en tout cas dans les 4 derniers, mais ils ont fait un buzz extraordinaire dès le lendemain, et c'est eux qu'on fait le plus parler d'eux après ça, et du coup... Le saxophoniste est revenu quelques années plus tard, il y a 2-3 ans, avec le groupe pour refaire l'Eurovision, quoi. Ouais, il avait un magnifique pantalon bleu avec un haut blanc et noir avec rayures. C'est magnifique. Et une chorégraphie vraiment de toute beauté. Et le petit couple, il disait, on n'a pas de futur progressif. Je connais ta nature menteuse. D'accord. C'est de la traduction mot à mot. Hein. Pas mal. Ah, là, je l'entends dans ma tête. On va pas chanter parce que je chante ultra mal. Mais... non, mais tout était parfait. Le saxophoniste, le violoniste aussi. Hein, et évidemment, tout est en playback, en plus dans les morceaux.
Enfin, Ouais, quand il joue, je pense qu'en tout cas au saxophone et le violoniste avait l'air en playback. je crois que c'est interdit maintenant. Ah ouais. Ou alors c'est... Enfin, il y a eu des changements. Maintenant, si tu veux faire des chœurs, tu peux l'avoir en enregistré, mais normalement, il n'y a pas de playback. Ah ouais, ok. Non, il y a En pas de tout cas, j'avais l'impression en voyant la vidéo qu'il jouait pas. Mais Ah oui, ça c'est possible. C'est possible qu'il n'y ait pas forcément de les micro et tout instruments ça. après, bon. On va renvoyer aux spécialistes, hein, parce que là, pour le coup, j'en sais rien. Mais moi, ça a commencé, du coup, après le flop avec Michel Drucker. D'accord. J'avais genre... en 2006, j'avais 15 ans. Et donc, j'ai dit, ouais, trop rebelle, j'aime pas le service public, Michel Drucker, il fait chier. Franchement, pourquoi il critique des gens? En plus, la Finlande, moi, j'adorais parce que j'aimais les pilotes de course finlandais. Donc, je suis rentrée un peu là-dedans. Parce qu'en plus, les fans de Formule 1 adorent l'Eurovision. C'est une particularité sur les topics, les sujets de forum de l'Eurovision de l'époque. Parce qu'on était dans les années 2000, les forums, c'était l'ancien Facebook. Hein. Oui, bah oui, c'était... c'était... Il y avait des topics Eurovision. Et en fait, tout le monde se partageait les chansons. Et tout le monde parlait d'Eurovision. D'accord. Parce qu'on aimait des trucs que personne ne suivait, la Formule 1, l'Eurovision. Mais qui étaient ultra fun. Et qu'on se disait, on est trop content de connaître ces trucs-là, qui sont incroyables. Et enfin, c'était fou, moi, quand j'ai découvert ça. Au début, je disais, ça a l'air trop nul, parce que tout le monde critique en France, critique encore l'Eurovision. Oui, oui. Je me disais, c'est comme les victoires de la musique, mais pas du tout, quoi. Et puis, je crois que quand l'ordi est passé, en 2006, ça a fait un changement et c'est rentré dans une ère moderne incroyable, quoi. Ouais, complètement. Quand tu regardes les vieilles chansons d'avant 2005, même d'avant 2000, c'est pas du tout le même style. Ah oui, bah d'ailleurs, quand la France avait gagné, donc il y a eu France Gall qui avait gagné, il y avait donc Marie-Myriam. Enfin, ça n'avait rien à voir. Ouais, ça avait rien à voir. Bah, Céline Dion pour le Luxembourg aussi, c'était complètement autre chose. Mais, ouais. Et moi aussi, une autre chanson que j'avais découvert à la fac, qui est des années 80, pas hyper connue, qui s'appelle Moscow, de Gengis Khan. Et pareil, il y a une chorégraphie extraordinaire. Et on l'écoutait en boucle à la fac et ça m'a vraiment aussi donné le goût de l'Eurovision, quoi. Parce que le danseur avait une chorégraphie, mais complètement folle. Je la connais pas, donc j'irai voir. On va mettre tout ça. Je vois déjà le travail d'ajouter des trucs. Mais au final, nous, on avait eu des points cette année-là, 2006, de l'Arménie et de l'Israël. En gros, eux, ils nous donnent des points d'office, quoi. C'est nos potes. Nos potes sont loin. Et c'est comme si on était en relation à distance et que tous nos voisins nous détestent parce qu'on va les visiter comme des touristes super relous. Mais je pense qu'il y a des communautés françaises assez fortes dans les deux pays. Oui. Je voulais faire une petite vanne racisme. mais c'est bien, mais c'est toujours de bonne aloi. Mais du coup, ils étaient à fond sur le candidat français qui a terminé donc 5 points, 22e place. Et ils ont détruit l'ordi. 292 points premier et ils se sont vraiment décomposés au fil des points. C'est sur internet tout ça. Mais il n'y avait pas d'ailleurs Israël qui était parmi les favoris cette année je me rappelle plus. Comme j'ai découvert après, du coup j'ai pas vu l'Eurovision 2006, je l'ai regardé récemment. C'était d'année internationale cette année-là ou pas? Alors, je suis peut-être pas aussi pointu. Tu m'as lancé, j'ai rebondi. J'ai tenté quelque chose. Mais ouais, dans l'Israël, de temps en temps, ils sont très très forts. Ouais. Ils ont gagné il y a quelques années. Ouais, Neta, Toy. La chanson du poulet, on va dire ça comme ça. Mais c'était féministe et donc du coup, c'était pas ridicule. Ah ouais. Et du coup, c'est devenu depuis un rendez-vous immanquable pour moi. Et toi, du coup, tu regardes tous les ans? Non, parce que c'est souvent le soir. Alors souvent je regarde des rediffs ou des best-of. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le soir on joue souvent. Mais ouais, et en plus c'est le samedi, je crois. Donc le samedi c'est vraiment le soir quand t'es artiste où t'es souvent dehors. Même quand t'es pas artiste d'ailleurs souvent. Mais du coup, souvent je regarde des rediffs ou les best-of ou voilà, le lendemain. Moi je me débrouille pour rentrer pour les points. Ah oui, d'accord. Parce qu'en plus, comme tu vois, j'ai suivi les sélections et tout ça, je connais les chansons. Je me suis déjà fait mon petit top 43, qui est en gros le top 43 de tous les pays. En lice, ouais. Ouais, en lice. Avant la finale. En sachant que du coup, la France, on en a peut-être pas parlé, mais on est qualifié d'office parce qu'on donne beaucoup plus d'argent que d'autres pays. En fait, on fait partie du Big Five, les 5 pays qui contribuent le plus. Avec une grosse redevance pour gérer l'Eurovision. Parce qu'en fait, l'Eurovision, c'est un concours de chansons, mais c'est aussi, je crois, une organisation beaucoup plus large. Ouais, il y a je sais pas si c'est l'EBU ou quoi, mais c'est Europe Broadcasting Union. C'est une sorte de redevance télé spéciale Eurovision, quoi. Ouais.
Et donc, à cause de ça, on a moins de points que les autres et on se démène peut-être moins parce qu'on est obligé, on n'est pas obligé de se battre pour être qualifié. Alors que les pays, genre la Belgique, des fois, ils amènent des chansons incroyables et ils sont pas qualifiés. Comme Michael Duforest, qui gère Parlons Eurovision, et à moitié belge. D'accord. Du coup, j'ai beaucoup d'informations là-dessus. Il y a beaucoup de fans de belges. Est-ce que tu comprends pourquoi les gens n'aiment pas l'Eurovision ? Je peux comprendre. C'est des mélomanes, c'est... Je peux comprendre parce que oui, déjà ça rentre pas dans le carcan classique de ce qu'on nous dit d'aimer. Ouais. Bon, déjà, il y a assez peu de chansons en français, donc déjà, les gens comprennent pas forcément les paroles. Les paroles sont pas forcément toujours... Enfin, c'est un style très particulier, la musique d'Eurovision, quand même. Donc, je comprends très bien que des gens puissent trouver ça ringard. Ça me choque pas. Après, moi, j'adore parce que ça me fait autant rire que... Enfin, dans une soirée d'Eurovision, il y a des choses que je vais adorer parce que ça me fait rire, et d'autres que je vais adorer parce que c'est bien. Mais oui, je comprends qu'on n'aime pas. Moi, il y a un truc que j'ai du mal, mais ça dépend des années. En fait, ça dépend. C'est en fonction des commentateurs français qui nous mettent. Ah, clairement, oui. Parce qu'on a eu un peu de tout au final dans les commentateurs. On a eu Mireille Dumas, tu le savais ? Non, j'ai pas l'historique en tête. Il y a eu Cyril Hanouna. Ça, j'avais su, ouais. Ouais. Qui était très bon. D'accord. Il y a qui c'est qu'il y a eu d'autres ? J'ai la liste et j'ai perdu. Ouais. Stéphane Bern, donc du coup là, c'est en cours. D'accord. Je suis pas ultra fan. Marianne James, André Manoukian, donc les mecs qui se recyclent la nouvelle star. Ah, Manoukian, il a dû avoir des réflexions rigolotes, peut-être. Ouais, il est très dans la philosophie, il tourne des trucs de cul assez rapidement, quoi. Ouais. Puis il a des bonnes références musicales oui. qui va te sortir un peu derrière les fagots, donc ça ouais. peut être... Et moi, je suis un peu déçue parce que en fait, souvent, ils le mettent sur France 4 pour les demi-finales, mais pas pour la finale, et des fois, c'est moins intéressant. D'accord. Parce que Stéphane Bern, il va plus lire sa fiche, oui. être plus sur un délire de patrimoine que de musique. Oui. J'ai le sentiment, après... Il y a aussi eu Cyril Ferraud, le chouchou des mamies. Ah, ça me dit rien, ça. Ouais, il l'a fait en 2013. Avec Mireille Dumas, tu vois. D'accord. C'est ta période un peu... Je regarde pas assez la télé pour connaître Cyril Ferraud. Ah oui, non, je crois que tu l'avais pas vu à l'Eurovision. Non. Tu regardes pas France 3 l'après-midi, je comprends. Non, maintenant j'enregistre des podcasts. Et oui, bravo. Mais moi non plus, du coup, là, ça fait longtemps. Des fois, je me mets Slam en replay, mais... Ah, Slam, c'est Cyril Ferraud, c'est ça ? D'accord, c'est le petit Tintin, là, un peu. Ouais, c'est ça, le petit blond, le petit blond platine. Ok, d'accord, je vois. Et il a beaucoup d'humour parce qu'il... je sais pas si c'est Cyril Gosbo ou quoi, mais c'est un personnage en Fort Boyard, là, qu'ils ont ajouté cette année. D'accord. Et en fait, c'est une caricature de lui, qui pose des questions à la Slam, et qui est super méchant. D'accord. Donc, vous irez voir. C'est très Eurovision pour le coup, parce que c'est ultra kitsch. D'accord. Ils devraient faire ce personnage pour le concours. Mais j'ai vu que Fort Boyard avait pas mal changé leur truc ces dernières années par rapport à il y a 30 ans, quoi. Ouais, moi, j'ai regardé un soir, il y avait Romain Grosjean, pilote de Formule 1, et j'ai eu trop peur parce qu'il était dans la boîte, là, et l'eau montait, et il était en panique totale. Et t'as eu peur qu'il se noie et qu'il puisse plus faire de Grand Prix, c'est ça ? En fait, voir quelqu'un paniquer de se noyer... Ouais, c'est quand même inquiétant. Moi, j'ai presque eu un walker, hein, j'étais pas bien. Mais je supporte pas la violence, hein, donc... Fort Boyard, je peux pas le regarder. Il y a les animaux... Ce qui explique pourquoi t'aimes bien l'Eurovision, parce que c'est vraiment, pour le coup, pas du tout violent. Ça dépend des fois. Je sais pas si tu te souviens des interventions, un peu des chansons qui sont interrompues par du public qui pète un câble. Ah non, c'est comme pas fréquent. Non, heureusement que c'est pas fréquent. Mais Suri, la candidate du Royaume-Uni, je sais plus quelle année, 2016 peut-être, en fait, elle a été interrompue en pleine chanson. D'accord. Par quelqu'un qui a voulu prendre son micro et tout. Et elle a continué son truc, comme si de rien n'était. Et a fini avant-dernière ou avant-avant-dernière, la pauvre. Parce que Royaume-Uni, c'est encore pire que nous. Je sais pas comment ils font, ils ont une industrie musicale qui est incroyable. Et c'est nul à chier. Les résultats... ce qu'ils envoient après, c'est un peu... Soit c'est mou, soit... Ouais, je sais pas s'ils envoient... Je me demande si, vu justement l'industrie musicale là-bas, s'il n'y a pas certains artistes qui osent pas aller à l'Eurovision de peur de... Tu sais, comme il y a certains comédiens qui veulent pas aller tourner dans Plus belle la vie parce qu'ils ont peur de ruiner leur carrière, machin, voilà. Peut-être qu'en Angleterre, c'est ça qui se passe. Mais ils ont quand même eu Bonnie Tyler, Blue. D'accord. Ils se sont pris une tôle. Bonnie Tyler, je sais plus, mais Blue, c'est sûr. Mais Bonnie Tyler, c'était il y a longtemps, non ?
C'est il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'année. Donc elle pouvait plus Bouger. bouger sa carrière. De toute façon, c'était, Oui. elle Ouais. essayait juste de la sauver. Oh, c'est dur hein, pour les anciens. Non, je sais pas. Mais au contraire, il y a beaucoup de candidats récidivistes. Je sais pas si tu as des candidats en tête, à part Sunstroke Project. Comme ça, non. Ça Non. me dit rien. France Gall l'a pas fait 2 fois. Ah, j'ai pas version française. En fait, j'ai une connaissance très moderne de l'Eurovision, mais c'est possible que c'est possible. Hein. Je me demande si elle l'a pas fait pour 2 pays différents, France Gall. Il y a peut-être un truc comme ça. Ah, c'est Elle a possible. dû le faire avec Poupée de cire, Poupée de son. Et, Ah, ça c'est sûr, oui. et avec Je retrouverai l'autre. Tu retrouveras l'autre. Voilà. On le retrouvera tous. Hein. Voilà. Merci Internet. Oui. Là, moi, j'avoue que c'est pas les candidats français, ils sont pas dans ma liste là. Là, j'ai une liste, mais qui est absolument éclectique pour tous les gens qui connaissent pas. Je peux citer des blazes à la suite. Les gens font quoi? Genre Sakis Rouvas, Dima Bilan, Donny Montel, Jedward, Dana International, Sunstroke Project, du coup, Lena, Elena Paparizou, Valentina Moreta, Serrat, Paola Hanovi et Sergei Lazarev. T'aurais pu inventer des noms, je pense que pour les auditeurs, c'était la même. C'est ça, c'est les nouveaux humoristes du moment. tu sais. Non, il y a eu quelqu'un qui a été vachement connu grâce à l'Eurovision, c'est... comment il s'appelle? Qui est travesti. Oui, c'est Conchita Wurst. Oui, Conchita Wurst, voilà. Donc ça, peut-être que vous connaissez, Rise Like a Phoenix. qui avait gagné pour le coup. Et qui a un peu inspiré Bilal, même si du coup, Bilal, Oui. son seul délire, c'est de mettre des perruques. Oui. Après, je pense que Bilal, il a été inspiré ou il était déjà comme ça et ils l'ont mis un peu parce que ça rappelait ça? Parce que je Non. pense que c'est un peu sa personnalité aussi, quoi, Bilal. Ah, c'est complètement sa personnalité. Le truc, c'est qu'il s'est présenté parce qu'il est fan d'Eurovision depuis tout D'accord. petit. Et en fait, il a tellement une fanbase énorme qu'ils ont voté massivement pour lui. Oui. Si tu veux, le jury, ils l'ont mis 5e de Destination Eurovision parce que c'était une sélection nationale. Et en fait, il a pulvérisé le vote du public et il s'est retrouvé premier comme ça. D'accord. Et ils étaient un peu... ok, bon, bah maintenant, on va devoir assumer ce choix qui est particulier. Mm. Qui Au s'est- final, c'était un bon choix pour le coup pour la France. Ouais, et mais cela dit, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils étaient touchés par Simone et sa petite balade sur son papa. Ah, Mais enfin, je pense que ça n'aurait pas marché de ouf. Même si c'était une belle histoire et tout, les gens n'auraient rien compris, c'était en français. oui, voilà. Alors que là, enfin, la prestation de Bilal, mais elle était incroyable. Tu l'as vu avec le morphing sur Oui, sa oui. tête, la mise en scène énorme, un truc sur les préjugés. Enfin, je trouve que ça rentrait vachement dans le. Dans le cadre, clairement. ouais, ouais. Non, c'était une bonne, Un un peu, bon candidat. un peu déçu du résultat, qui en plus, il s'est repris 3 places en moins. Parce qu'il s'est passé un truc incroyable pendant cette édition, c'est que le jury biélorusse, ils ont fait un peu de la merde. Et bah, du coup, les votes du jury, vu qu'ils ont fait n'importe quoi, c'était des votes aléatoires. Et donc en fait, tu voyais, ils mettaient des votes à des pays qui avaient 0 points. D'accord. Et après, ils se sont rendus compte, après le concours, Ouh. qu'il y avait une connerie. Et donc ils ont enlevé les votes. Ils ont fait, je crois, un espèce de moyenne pour refaire les trucs. Et donc on a perdu 3 places. D'accord. On était déjà 13e, on a fini 16e. Et Bon, voilà. au final, ça change pas grand-chose, mais c'est Non. toujours... Non, ça change pas grand-chose. Mais il faut savoir que tous les ans, juste avant l'Eurovision, il y a tous les journaux français, les commentateurs qui disent « Ah, est-ce que la France, cette année, on a une chance, etc. » Tous les ans, c'est la même. Et tous les ans, on finit 15-20e. Donc, c'est toujours assez rigolo à observer. Au bout de 4-5 résultats du public, on se rend compte que la France est déjà très mal partie. Allez, on y croit. Mais finalement, ça n'arrive jamais. Ouais, les médias généralistes, ils sont très mauvais pour décrire ce qu'est l'Eurovision. Oui. Bah, soit ils font comme quotidien et donc ils se moquent, Mhm. soit ils font comme sur les radios, je sais pas, France Inter, Europe 1, tout ça. Et bah là, du coup, soit il y a Cyril Hanouna qui dit « mais ça va être vachement bien » et tout, et les autres ils disent « c'est nul », ou soit vraiment ils démontent le truc parce qu'ils disent « c'est pas une chanson avec que du français, Ouais, on c'est est ça. nul ». De toute façon, c'est que des pays qui votent pour eux, et puis nous, on n'a pas d'amis. Enfin, bref. C'est Du ça. coup, c'est toujours le même discours et on s'en sort pas, quoi. Mais bon, peut-être que voilà, il y a un pilote de Formule 1 qui a réussi à gagner un Grand Prix après, Ouais, tu vois, après 22 ans, c'est ça? 24 ans, ça fait 24 ans, 24 voilà. ans. Et là, l'Eurovision, ça fait 40 ans, c'était 77, je crois, ou Ouais, 62. c'est ça. Et mais c'est marrant que t'en parles parce que en fait, le commentateur de Formule 1, il a dit on a encore notre Marie-Myriam, mais Olivier Panis n'est plus Marie-Myriam. C'est marrant, ça. Ouais, Ah, j'avais pas... Ok. ouais. Ah, il était à fond, le commentateur de Formule 1. Ouais, c'était... j'ai regardé le Grand Prix. Alors, pour expliquer, l'épisode, il sort
fin septembre. D'accord. Mais on l'enregistre 2 jours après, ou 2 ou 3 jours, on est mardi. 2 jours après la victoire Après la victoire d'un pilote français. Voilà. Moi, j'ai acheté l'équipe et tout. Il faut savoir que Juliette est fan absolue de Formule 1. Oui, c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller regarder l'épisode Passion Formule 1, dans lequel je parle de ma passion. Et donc, j'ai kidnappé 3 humoristes qui avaient un intérêt modéré pour le sport. Et c'est un épisode très, très drôle. Parce que du coup, il challenge un peu ma passion et il pose des questions. Et enfin, c'est l'un des épisodes les plus marrants du truc, quoi. D'accord. Et c'est lequel le moins marrant, selon toi? Non, réponds pas à ça. Elle a réfléchi. Non, il y a un épisode qui est très sérieux, celui sur la radio. D'accord. Parce qu'en fait, c'est avec Isabelle Châtaignier, une fille que j'adore, mais je la connaissais pas au moment où j'ai fait le truc. Je lui parlais pour la première fois en vrai, je crois, ou la deuxième fois. D'accord. Donc j'avais peur d'elle, parce qu'elle avait une super belle voix, et moi j'étais en panique. Je me suis vidée de toute mon eau et tout. Tellement j'avais du stress. Du coup, t'as écouté sa douce voix pendant 1 heure. Et j'arrivais pas à parler pendant les 15-20 premières minutes. C'est un supplice. Bon, écoutez cet épisode. C'est peut-être pas le plus drôle, mais il est super intéressant. Mais il est super intéressant. Merci de me tendre une perche, parce que là, je m'effondrais, parce que j'adore la radio. Et en fait, je me suis mis beaucoup de pression sur cet épisode, parce qu'elle avait une voix magnifique. Elle fait des concours d'éloquence, genre elle juge, tu vois. D'accord. Donc moi j'étais là, ok, alors je sais pas parler, mais on va parler de radio. Et puis je disais, ouais, j'aimerais bien un jour avoir une émission de radio. Je sais pas parler, mais on va y arriver. Mais pas du tout. Enfin bref, du coup j'avais un petit complexe d'infériorité. Mais super épisode. D'accord. Dans lequel on trash talk sur Nagui. Ah. Enfin non, c'est moi, et puis après elle essaie de le défendre. Au final, tu me sens culpabilisé pendant tout l'épisode en me disant non mais en fait dit du mal. Bah ouais, parce qu'en fait, je dis juste que c'est chiant qui coupe la parole, parce que tout le monde dit, tu vois. Et je l'ai démonté. Alors que, en fait. Non, alors que t'aurais pu dire que c'était un gros connard, quoi. Oui, alors que, bah non, c'est juste qu'il coupe la parole de temps en temps, et tout le monde s'amuse de ça. Et... Ok, bah on écoutera tout ça pour pouvoir après t'insulter toi-même sur les réseaux sociaux, faire un fan club de Nagui Mais c'est ça. Mais en plus, tu sais, t'as toujours la peur quand tu critiques quelqu'un du milieu médiatique de te faire blacklister ou quoi, tu vois. Nagui, il n'y a pas de problème, parce qu'il est cool, tu vois. Plutôt tranquille, il est cool, Nagui, on l'aime, Nagui. Je fais ma petite lèche. Alors que Cyril Hanouna, lui, c'est un connard, par exemple. Mais typiquement, je démontais pas mal Cyril Hanouna dans le truc en disant que j'aimais TPMP, comme tout le monde dit ça, TPMP. Tout le monde aimait quand c'était sur France 4, mais maintenant plus personne regarde et tout le monde pense que c'est juste les nouilles dans le slip. Je pense que c'est peut-être plus nuancé que ça. Oui, je sais pas trop. Après, on entend beaucoup de choses là-dessus. Moi, je regarde pas. Moi, j'ai connu Cyril Hanouna sur Comédie à l'époque où il faisait des blagues. Ouais. Et j'aimais bien. J'aimais beaucoup. Après, TPMP, j'ai jamais trop accroché. Et bon, après, voilà, avec le succès qu'il a et les 250 millions de contrats pour ça dans son émission, il a peut-être un peu pris du pouvoir même aussi sur les gens, donc ça peut changer. Ouais, c'est ça. Mais bon, je pense qu'à la base, c'est pas un mauvais bougre. Mais bon, non, c'est ce que j'expliquais dans l'autre épisode que je vous invite à écouter. Je pense qu'il y a eu un positionnement différent en fonction du public, quoi. Pour l'audience, ça continue à cartonner, TPMP. Et oui. Donc c'est juste que c'est plus nous qui regardons. Enfin, moi, parce que tu regardais pas. Mais... Oui, c'est qui regarde? C'est les ados souvent. Ouais, voilà, c'est le truc que tu peux regarder après l'école. Mais cela dit, là, j'ai vu, il y a pas mal d'humoristes qui ont intégré la bande. Il y a Ben H. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a Patrick Chanfray. Et je crois qu'il y a Az. À vérifier. Okay. Donc vraiment, ils en ont pris 2-3 comme ça. Et c'est cool parce que tu vois... C'était pas un endroit où ça rentrait trop les humoristes. Et je crois que Ben H, il le compare à Jean-Luc Lemoyne. D'accord. Ouais. Okay. Ce qui est assez étonnant parce que Jean-Luc Lemoyne, il fait un plus sérieux que Ben H qui parfois a l'air de partir dans tous les sens. Je dis pas qu'il est mauvais. Hein. Ah non, du tout, non, c'est pas la question. Plus funky en termes de style, je les voyais pas sur le même registre, mais oui, il est très bien Ben H. Mais bah oui. Ou la l'embrouille. Le clash avec Ben H. En plus, j'ai tweeté pour essayer d'avoir un peu de visibilité. Il m'a retweeté et je me suis dit, peut-être que je vais avoir 2-3 fanzous qui vont venir. Ah. D'ailleurs, encore une parenthèse, mais merci à tous les fans de Kev Adams de venir sur le spot du rire. C'est grâce à vous qu'il y a 40 à 60% du trafic, c'est grâce à vous. D'accord. C'est la page du Fridge Comedy Club qui cartonne. Mes articles où je me casse le cul à faire des dossiers et tout, c'est lu par 60 personnes. D'accord. Et ça, par mois,
j'ai 2000 vues sur la Parce page que tu as du fait un Fridge. article sur le Fridge. Ouais, ok. j'étais l'une des premières à parler du Fridge. Donc ça ramène. Hein. Et Ok. puis, y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde par rapport à toute l'audience du Fridge. J'ai failli dire le Fringe, mais c'est pas pareil. Et du coup, merci à vous. Désolé si ça vous plaît pas et qu'il n'y a pas trop de photos de Kev Adams. Mais Ben ouais, mais après, Kev Adams, c'est déjà une star pour le coup. Ouais, Et toi, trop de ça. t'es plus une découvreuse de gens pas encore connus. ouais, c'est ça. Mais peut-être le futur Kev Adams est sur le spot du rire. Ah, bah c'est sûr. Voilà. Parce qu'il y a Donc, tout le monde. Oui, après, voilà. Et puis, il y a tous les styles. Non, il quoi, n'y a, pas vraiment tout le monde en plus, c'est pas vrai. Non, bah, tu peux pas faire tout le monde, on est tellement En plus, nombreux. il y a mes goûts, tu vois, et il y en a qui passent pas, quoi. Désolé à vous. En plus, il y en a, ils m'aiment pas trop, tu vois dans le regard. Oui, mais après. Mais c'est normal. C'est pas. C'est à eux de me séduire, c'est pas l'inverse. Ouais, et puis de toute façon, la critique, c'est pas un exercice où t'es obligé d'aimer. Enfin, c'est pas. Et tu peux aimer un artiste et pas aimer ce qu'il fait. Il y a plein de choses aussi, tu sais pas. Mais oui, Mais et ça... c'est compliqué. Enfin, je pense que c'est compliqué quand t'es artiste parce que t'as des histoires d'ego, de machin, et c'est dur de se faire critiquer. Mais d'un autre côté, on sait très bien quand on fait ce métier-là qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et Kev Adams, qui a un succès fou, il plaît pas à tout le monde non plus, et il le sait. C'est pas. Enfin, je pense qu'il s'en fout. Oui, bah, en plus, il en joue, il fait venir des haters dans son émission et tout. Ah oui. Pour la première émission du Fridge, ils ont parlé, ils ont fait gagner une hater des cadeaux. D'accord. Et donc, du coup, Mais si tu le détestes, tu vas pas dans son émission. En fait, elle a accepté parce que, en fait, ils ont pris une hater. Ouais. Enfin, c'est lui qui parle comme ça. C'est quelqu'un qui a critiqué Kev Adams parce que du coup, il est devenu trop populaire et donc elle aimait moins. C'était un peu ça, le principe. Et donc, du coup, ils ont argumenté sur ça et du coup, Kev a fait genre, mais du coup, tu vois bien que là, je suis accessible, je te parle, tout va bien. Et... Oh, il est bon, il est comme, très très bon. Oh là là. Oh, ben, c'est le meilleur. Hein. Oh là là, ouais. Mais tu vois, non mais. C'est un peu gros, hein. Désolé pour les fans de Kev Adams qui du coup nous écoutent en mars, mais. Oh ben, je pense que tu peux gagner des places pour le Fridge. Tu es un hater officiel. J'ai dit un truc, c'est un peu gros, ça y est, je suis un hater. Ça va vite de nos jours. C'est un hater selon Kev Adams. Ah oui, Parce d'accord. que le gros hater, vraiment, qui peut te tirer une balle, j'en sais rien. Ah, On va peut-être pas aller jusque-là. je n'ai pas prévu de tirer une balle à Kev Adams. Je m'y engage dans ce podcast. Et voilà, ça c'est le nom de code, enfin c'est la phrase de code, on va dire ça comme ça, pour gagner une place pour le Fridge Comedy Club. Wouh je me suis prise pour un animateur de Fun Radio pendant 3 secondes. Bah, c'est vite, attends, tu prends tes aises. Ah mais complètement, on va, je pense qu'on va revenir sur le sujet de... En tout cas, ça veut dire que je suis vachement moins impressionnant que l'invité de... Mais on se connaît, on a fait commentaires connards ensemble. C'est vrai. J'ai ressorti avec la victoire de Pierre Gasly. Franchement, Et oui, j'ai vu. Tu as porté chance parce qu'on avait fait le Brésil 2019. Et oui, il avait fait 2e. Ouais, on était là devant. Le fait de re-regarder, merci encore de m'avoir envoyé la vidéo qui n'est pas accessible. Et moi, je la regarde de temps en temps quand je déprime. Et ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un podcast qui est un peu monté parce que, évidemment, on dit du mal de beaucoup de gens, dont Kev Adams, et donc du coup, on le laisse pas sur Internet, c'est seulement en live. Voilà. Mais tu sais que ça a duré 2 heures, le podcast, il fait 4 minutes. Hein. Oui. Celui-là, il est très court. Moi, j'étais dégoûtée. Mais c'est normal, c'est parce qu'on a vraiment commenté la course. Ouais, c'est vrai qu'écouter des commentaires en différé, de commentaires sans les images, c'était pas forcément. Mais voilà, après. Bon. Mais c'est pas évident à monter un truc comme ça d'ailleurs. J'avoue, parce que sélectionner 4 minutes. Ouais, ou enfin d'ailleurs, mais même savoir. C'est 15 minutes. Faire 15 minutes ou 30 minutes ou 5 minutes, dans tous les cas, c'est pas forcément évident, quoi. Donc bon, je fais un peu à vue de nez. J'avais bien aimé le podcast où t'avais invité Reski. Ah ouais, pour moi c'était. Reski est déjà super pour les podcasts. Ah ouais. Et... D'ailleurs, je l'ai pas invité. Mais de toute façon, tout le monde autour de la table, on disait tous des conneries tout le long. Mais en fait, après, c'est comme souvent, les podcasts aussi, ça se cherche au début. On ne sait pas les formats qui marchent, les formats qui plaisent aussi au public, etc. Et là, pour le coup, ce qui avait été génial, c'est qu'en fait, on parlait très très peu de ce qui se passait à l'écran. Ou alors on en parlait, mais pas d'un point de vue très terre-à-terre, quoi. On parlait de loin, on disait des blagues. Et puis, c'était pas des gros fans de sport qui étaient là. Ouais. Donc du coup, ce qui permettait de mettre un petit recul et ce qui fait qu'on a vraiment ri pendant 2 heures non-stop, quoi. C'était vraiment... Parce que c'est dur aussi, tu vois, regarder un match du PSG avec un match du PSG quand ils perdent en finale, il va rien dire à part être dégoûté. Oui, c'est vrai. Si t'es trop dedans... Voilà. Ou toi, devant un Grand Prix de Formule 1, t'es à fond, ce qui est normal, parce qu'on était tous à fond aussi derrière Pierre Gasly à l'époque.
Et du Mais coup, ce qui était intéressant, c'est que je te coupe, pardon, on prend trop ses aises. C'est que je connaissais, mais les autres connaissaient pas, donc il y avait énormément de questions. Oui, mais c'est vrai que ça c'était cool. Ouais. Mais du coup, ouais, ça qui est bien avec le format live plus podcast, c'est qu'en live, on suit la course et puis en podcast, on fait un petit best-of. Exactement, un petit best-of. Et on va revenir, je vais y arriver, à revenir sur le sujet Eurovision, parce qu'on est en train de vous arnaquer. Je voulais faire un focus qu'on a commencé sur la couverture médiatique francophone, et je m'excuse auprès des Belges, parce que je sais pas ce qui se passe chez vous. Voilà, j'ai pas regardé trop. Donc voilà, donc ça va parler de France et de Suisse. Je vais pas reparler des commentateurs de l'Eurovision en France, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Mais en Suisse, cette année, il y a un humoriste qui a animé le Skype Eurovision de 2020. C'était qui Johan Provenzano. Ok. Qui a joué une fois ou deux à Paris et qui est plutôt marrant. Je vous invite à regarder. C'est Summer Camping ou je sais pas quoi. C'est le programme d'été sur Couleur 3 qu'il a fait avec Alexandre Cominac, qui est ultra drôle. T'as Alexandre Cominac qui est en mode le jeune voix riche qui a pas envie d'aller au camping, et Johan Provenzano qui est camping, claquettes, chaussettes, c'est sa LV1 quoi, c'est sa langue maternelle. Donc du coup c'est très drôle. Johan Provenzano était très bon dans l'exercice. Moi j'ai regardé l'Eurovision 2020 avec un VPN et commentaires suisses, et c'était génial. Alors qu'en France, c'était pas la même chose. Déjà il y avait Dave, il était au bout de sa vie. Déjà tu dis Dave, tu vois, t'es exaspéré. À la fin de la cérémonie, qui a duré un peu longtemps, il y avait beaucoup de Skype et tout. Les commentateurs demandent à Tom Leb qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée 2020. Et t'as Dave qui arrive, qui prend la parole à la place de Tom Leb. Fait, ouais, il s'est fait chier. Et du coup, il y a eu des articles de presse le lendemain en disant mais regardez-moi Dave là, comment il a chié sur la soirée Eurovision. Franchement, c'était trop triste et tout. Ils ont fait un truc super émouvant. Ils ont ramené des candidats des années précédentes. Ils se sont cassés le cul pour faire une soirée quand même. Et t'as deux haters, là. Des fans de Kev Adams, probablement, qui arrivent comme ça. Et que faire de ça ? Si on a des gens qui ont des aussi mauvais VRP de l'Eurovision, comment on fait pour... Oui, alors que pourtant, Dave, il serait parfait à l'Eurovision en tant que chanteur, quoi. Mais oui. En plus, vraiment, tu peux amener des vieux, franchement. Ah bah oui. Il y avait, tu te souviens peut-être des mamies russes ? Oui, oh là là. Bon, voilà. Je sais pas leur nom, je sais pas la chanson. Bon, vous tapez Mamie Russe Eurovision, vous les aurez. Et la Russie qui fait énormément de bons résultats et qui peut amener du kitsch ou des trucs de malade. Un jour, il y a un candidat, il a traversé un mur. Vraiment des mises en scène incroyables. Une autre fois, il était dans l'espace et il tournoyait. D'accord. C'était Sergei Lazarev. Hein. Et Dima Bilan. C'est des gens qui sont incroyables. Voilà, j'y pense et tout. J'ai une playlist Eurovision. Je vais la mettre en référence. C'est 74 titres, je crois. Je crois qu'il y a 3 heures de trucs. C'est mes préf. C'est mes préférences. D'accord. Ah bah super. Pour faire le ménage. Ah ouais, c'est formidable. Moi, je me la mets de temps en temps. Et c'est le moment... Je me suis posé la question, est-ce que je vais raconter cette histoire ? Et oui, tu vas la raconter. Et oui, je vais la raconter. En fait, il y a un humoriste qui m'a promis quelque chose. Ouh. Ouais. Et il m'a pas vraiment promis, apparemment. Donc, ça fait... D'ailleurs, c'est pas dans le podcast qu'il a promis. Donc, l'étau se resserre. On va pas dire de nom parce que je vais me faire griller. Et en fait, il m'a promis quelque chose et il l'a pas fait. Et donc, j'ai composé une chanson sur cette promesse. D'accord. Qu'un jour, je sais pas si je lui chanterai ou quoi, mais je te la montrerai en off. C'est une chanson sur une chanson de Sakis Rouvas, qui est en gros un chanteur grec qui était un ancien athlète et tout, ultra beau gosse, truc de malade. Donc un truc punchy, un truc un peu sexuel. Hein. D'accord. On va dire ça comme ça. Et du coup, je fais une chanson sur la promesse et j'explique à quel point je veux obtenir cette promesse. D'accord, bah il va être ravi. Ah ouais, et donc j'en parle et... Comme ça, il va en entendre parler. Du coup, le jour où il tient sa promesse, est-ce que tu chanteras la chanson dans ton podcast ? Alors, je ne chanterai pas dans le podcast, mais j'ai déjà prévu de la chanter à des gens pour voir déjà s'ils chantent bien, parce que j'ai pas l'habitude de chanter devant des gens. Donc je vais la tenter comme ça. Je me permets de te mettre dans la merde, hein, mais je pense que là, les auditeurs sont tous hyper curieux d'avoir la chanson. Et t'es sûr que si un jour il tient la promesse, tu veux pas, toi, promettre de mettre la chanson dans le podcast ? Je pense que je peux parce qu'il le fera pas, donc... Ok. Mais donc, je peux dire quand même c'est quoi ? Donc, comme ça, je vais me faire griller. C'est la chanson du Cordon Bleu.
D'accord, la chanson du cordon La bleu. chanson du cordon bleu. Et ben Je- ça, c'est du teasing. La chanson du cordon bleu. Bon, bah voilà, c'est foutu pour moi, pour ma réputation. Cela dit, il n'écoutera pas le podcast, donc on est tranquille. C'est un Ouais, mais nid. peut-être qu'il y a des fans de Kev Adams qui écouteront le podcast et qui iront lui dire. Mais c'est pas Kev Adams. Oui, je sais, mais qui vont retrouver l'humoriste. Voilà. Ouais, bon, qu'ils y aillent, comme ça me fera un moyen de pression en plus pour avoir ces putains de cordons bleus. En plus, t'as dit que la promesse avait eu lieu dans un des podcasts, donc du Ouais. coup. Ouais, ça c'est va être facile à assez retrouver. facile à retrouver. Hein. Il y a un podcast sur la cuisine, je n'en dis pas plus. je dis pas le blaze, mais bon, du coup, vous savez quoi. Voilà, vous saurez où chercher. Vous saurez le 4e mois de l'année où le trouver. Bref, on va passer à la chanson emblématique de l'Eurovision. J'ai 2 recommandations. Une recommandation kitsch et une recommandation étonnante et de qualité. Ok. Tu veux laquelle en premier? Étonnante et de qualité pour commencer. Alors, je sais pas si je pense qu'elle a été pas mal oubliée. C'était en 2015, la prestation de la Lettonie. C'était Aminata qui chantait Love Injected. Et donc, c'était une mise en scène rouge. Ça me dit quelque chose. C'était énorme. Une voix très très forte. Il y a même une version électro qui pulse pas mal. Mais là, c'était une version beaucoup plus calme, deep. Et incroyable, quoi. Aminata, elle avait fait combien? Je sais plus, mais Maria James, c'était son coup de cœur. D'accord. Donc, tu vois, ça prouve qu'un commentateur français, il peut commenter l'Eurovision pour son pays et rester fair play. Bah, Et c'est ça qu'on attend. C'est pour ça qu'il faut mettre aux commentaires des vrais musiciens et non pas Dave. Ouh, Vanina, rappelle-toi que tu n'es pas un vrai musicien. Ouais. Il a pas fait de chanson depuis 40 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc, du Alors coup... que bon, non mais par rapport à Manoukian et Maria James qui bossent beaucoup là-dedans encore, quoi. Et puis c'est aussi pour ça que on n'a pas gagné depuis plus de 40 ans. Quoi. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas le fan club de Dave aussi qui nous écoute. Et c'est marrant, tu sais, il y a une streameuse qui parle de Dave. D'accord. Et en fait, Dave a été mis au courant par le biais de je sais pas quoi. Et du coup, en fait, Dave, c'est devenu un running gag dans le stream. Et donc, il a été mis au courant, il a intervenu à un moment dans le stream. C'est un truc de malade. D'accord. Donc, c'est comme Michel Drucker, j'en parlais tout à l'heure, comme quoi il a été abominable en 2006. Mais pendant le confinement, Michel Drucker, il a fait un cadeau incroyable au stand-up, au Barbès Comedy Club. D'accord. Il a enregistré un message pour soutenir le Barbès Comedy Club. Ah, trop bien. Parce que, tu sais, Charlet, elle avait fait un podcast Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Oui. Et du coup, il avait fait une petite vanne en disant « Mais je vais prévenir Copy Comique !» C'était ultra drôle. Il y avait tout. Il y avait le fait qu'il comprenait Copy Comique, qu'il comprenait les nouveaux artistes. Et là, je me suis dit « Ok, bon, on te pardonne, Michel. » Oui, bon, là-dessus, il est quand même assez... Je pense que les Eurofans, ils n'ont pas encore pardonné, mais nous, oui. Voilà, donc continue comme ça. Michel, si tu nous regardes... En plus, son chien de l'époque est mort, donc... Oh. Mais tu sais, il en reprend à chaque fois, et puis il y a toujours des... Du coup, j'ai cherché des informations sur les chiens de Michel Drucker, et en fait, quand il y a le chien de Michel Drucker qui meurt, il y a des articles de presse sur ça. Et il est anéanti, le pauvre. Il kiffe ses chiens. Bah ouais. Bah après, souvent, les gens qui ont des chiens, ils les aiment. Hein. Ouais, mais tu sais, je crois qu'il était sur le plateau de Vivement Dimanche, tu vois, le chien. Ouais. Donc c'est un peu fusionnel, tu vois. D'accord. Il y a probablement dû y avoir des beaux articles dans Paris Match. Ouais, je pensais à vous aussi, donc c'est encore mieux, tu vois. Et donc ça, c'était la recommandation étonnante de qualité. Et maintenant, la recommandation kitsch, c'est ça? Ah oui, alors on va remonter à ma première année dans l'Eurovision 2007. J'ai l'impression de parler que de cette année, mais elle était incroyable. Puis tu sais, c'est quand tu découvres un truc... Bah ouais, c'est ça qui t'a fait aimer l'Eurovision, quoi. Donc, ouais, c'est le plus beau souvenir. Ouais, c'est ça, c'est les premiers souvenirs, tu t'en souviens toute ta vie. Et donc c'était une chanson qui avait fait beaucoup parler, c'était Dancing Lasha Tumbai de l'Ukraine. C'était des espèces de cosmonautes là, Sieben Ayulu, Sieben Einswei, je vais pas le chanter, Einswei drei, Tanzen. Voilà. Oui. Donc c'était de l'allemand, hein, mais c'était le candidat. Ouais, on aurait dit un peu du papier alu dans leur truc. Oui, c'est ça, ouais. ça reflétait, ça se reflétait. Ouais. C'était incroyable. Et c'était avant l'Epic Sax Guy, c'est dur à dire. Oui. Avant lui, c'était ça le truc emblématique de l'Eurovision. Ah ouais. Ah non, c'est vrai qu'ils sont très bien. Allez les écouter. Et costume de l'espace, de l'allemand, de la techno-violente, un public endiablé. Et puis la langue allemande se prête particulièrement bien à ce genre d'exercice. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays qui chantent pas dans leur langue. Typiquement, le Danemark, en 2019, chantait en français. D'accord. L'Autriche, en 2015, j'espère pas me tromper, avec Zoé, a chanté en français.
Ok. Et un français, mais incroyable, quoi. Cela dit, le Danemark, c'était pas 100% français. Oui. Il y avait du danois, il y avait de l'anglais et tout. C'était l'amour est pour toujours. Ah oui, Ouais. les C'était un peu cucu. Hein. les phrases que tout le monde comprend, quoi. Ouais, Love is forever. C'était Eleanor, je sais pas. Bon, bref. Elle était un peu cheesy, mais ça passait, tu vois. D'accord. Voilà. Donc ça fait partie de... Je crois que c'est dans la playlist les 74 chansons de l'Eurovision. Ouais. Sans pub, c'est sur Deezer, mais bon, si vous pouvez importer des playlists de trucs à trucs et tout. Je vais pas faire un tuto. Hein. Vous savez utiliser Internet. Si vous avez trouvé le podcast, ça veut dire que vous savez utiliser Internet pas mal, parce qu'il faut le trouver. Quoi. C'est vrai. Et voilà. Tu as d'autres chansons en tête. Là, comme ça, non, j'en ai déjà parlé de pas mal. Après, on parle à ton anecdote Eurovision. Ah oui, ouais, du coup, je sais pas si... Ouais, ok. Non, parce que j'en ai parlé aussi dans ces trucs-là, mais... D'accord. Mais non, pas d'autres chansons. Je vais réfléchir à l'anecdote, du coup, comment je vais la reformuler, parce que j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. D'accord, donc si tu veux, je meuble là. Non, on peut c'est bon. Parce que si t'as besoin de réfléchir, c'est pour ça. Non, mais c'était en fait la chanson Moscow dont je parlais, donc c'était vraiment. Ah oui. On était à la fac de médecine et en fait il y a une chorégraphie qui est assez. Regardez-la, mais en fait ils sont 4 à danser autour de Gengis Khan, qui est le personnage et qui virevolte. Et on était un peu obsessionnel avec quelques amis sur cette chanson. Donc on a fini par apprendre la chorégraphie et en voulant faire Gengis Khan, je me suis lamentablement pété la gueule devant une audience. Voilà. D'accord. Voilà, c'était. Mais il faut oser. Hein. Bah oui, c'est voilà, l'Eurovision, ça fait faire des belles choses. Ouais. Mais ça reste un bon souvenir. Hein. Bah oui, si tu t'es pas fait mal. Si. Ah, maintenant. C'est ce qui a rajouté au côté comique. Hein. Mais là, tout va bien, t'es en bonne santé. Et ben ouais, les gens se sont marrés et c'est ça qui m'a donné envie d'arrêter la fac pour faire de l'humour. Hein. Ah ouais, donc... Non, j'imagine. Mais tu sais, moi, en plus, je suis ultra crédule. Hein, donc, quand on me dit, par exemple, je vais te faire des cordons bleus, j'y crois, tu vois. D'accord. Je suis un peu vénère. En plus, c'est vraiment un challenge dur à tenir, quoi, faire des cordons bleus. Donc, Ouais. Je vais avoir des problèmes. On n'a pas parlé d'un truc. Netflix a sorti un film sur Eurovision. Je sais pas si tu l'as vu. Non. En gros, ça se passe en Islande et il y a 2 candidats qui sont fans d'Eurovision. Ils se retrouvent par un concours de circonstances que je vais pas dévoiler dans le concours. D'accord. Et ça dure 2 heures et les gens ont commencé à découvrir l'Eurovision via ce truc. Un peu comme pour la Formule 1 où la série a amené des nouveaux fans. Ouais. Et du coup, tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu, mais du coup, c'est vrai que Netflix, ils font des bons documentaires souvent. Donc, Et là, c'est un film. C'est un film complètement de Will Ferrell. Ok. Donc, moi, je connais pas trop Will Ferrell, mais il y a des gens, ils disent ouais, c'est génial. Après, il y a d'autres gens, ils disent ouais, c'est encore du Will Ferrell, c'est encore la même chose et tout, ça se renouvelle pas. D'accord. Bon, moi, j'ai regardé pour l'Eurovision, j'en avais un peu rien à faire. Et je dois dire que les musiques, elles étaient bien. D'accord. Ils auraient pu présenter ça à l'Eurovision, ça aurait fait un top 10. Hein. Mais quand il y a Netflix, quand il y a de l'argent, et quand il y a des cerveaux aussi, parce que sans cerveau... je pense qu'ils ont bien étudié le truc, ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'était un peu à l'américaine et tout. C'était un mélange entre une ode à l'Eurovision, une comédie romantique et une comédie musicale. Et ok, donc les Américains maintenant vont connaître l'Eurovision et vouloir y participer comme l'Australie du coup. Et du coup, alors c'est pire que ça, c'est qu'ils vont lancer un Eurovision américain. Ah, avec donc, les États, avec un... Je sais, j'ai pas trop lu, mais American Song Contest, ça va arriver. D'accord, ok. Et là, je suis déçue parce qu'en fait, c'était notre truc à nous, quoi. C'est pas sûr qu'ils arrivent à imiter, enfin à faire un truc dans le même esprit. Comment tu vas faire la Moldavie Ouais, puis parce que c'est un song contest, donc les gens vont voter, mais est-ce que, ils vont voter que pour des Américains du coup ce sera Danse avec les stars, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je sais pas s'il y a un gros. Moi, je sais que je regarderai pas ça. Non, par curiosité s'il y a des trucs, mais c'est vrai que je vois pas. Est-ce que les Texans vont voter pour les Floridiens parce qu'ils aiment pas les gens de New York? Je suis pas sûr. Non, en plus la difficulté c'est que tu peux pas voter pour toi-même. Oui. Donc du coup ça. Ah ouais, bon on verra. Compliqué quoi. Les gens dans le désert du Nevada, ça va être compliqué quoi. Oui.
Je citais le Nevada, mais je pense qu'il y a d'autres États qui sont vides. Il y en a pas mal, ouais. C'est la Puis, moitié des États-Unis. Tiens, j'avais une question qui m'est traversée l'esprit. Est-ce que tu sais pourquoi l'Australie est à l'Eurovision ? Je crois que c'est un peu un délire de diplomatie. D'accord. Genre, il y a eu des pays comme ça qui sont invités. Ok. Et en fait, l'Australie a été tellement douée Ouais. qu'ils l'ont gardé. Petit à Ok. petit. Et en fait, si l'Australie gagne l'Eurovision, ils peuvent choisir le pays dans lequel... Oui, parce que ça, Ils vont pas le faire en Australie, mais ils peuvent choisir n'importe quel pays dans D'accord. lequel ça Ça aura va lieu. être. Peut-être que ça sera en France, du coup, pour une fois. Ouais. T'imagines, on organise l'Eurovision parce que l'Australie a gagné. Parce qu'on n'a pas été foutus de gagner. Même si, franchement, depuis que j'ai vu la victoire de Pierre Gasly, moi, j'aurais jamais cru voir un pilote français de Formule 1 gagner une course. Donc maintenant que j'ai vu ça, je pense que tout peut arriver. Ouais. Franchement, j'étais tellement heureuse que je me suis dit, c'est mieux que le sexe. Eh ben. Et ouais, non, franchement, parce que c'était une phrase du père de Jenson Button quand son fils a gagné sa première course. C'est meilleur que le sexe. Et je comprenais pas trop, tu vois. Là, j'ai compris. D'accord. J'ai compris parce que c'est vraiment des émotions incroyables. J'étais devant la télé, là. Ben, regardez la Formule 1 en faisant l'amour et vous allez avoir vraiment je l'ai fait. chic après-midi. Ah. Je l'ai fait, mais c'était un Grand Prix d'Italie en plus. Comme celui que Pierre Gasly a gagné, mais c'était en 2010. D'accord. Il était nul à chier. Mais en plus, c'est bien, c'est que le Grand Prix d'Italie, c'est le moins long de l'année. Donc, du coup, ça se voit moins si l'acte est rapide. Une petite levrette comme ça, tout le monde voit l'écran. C'est pas la première fois que je parle de ma vie sexuelle dans le podcast. Non, mais c'est bien de donner des petits trucs et astuces comme ça pour les auditeurs, pour les fans de Kev Adams notamment. C'est marrant parce que les fans de Kev Adams, ils récupèrent tout. Ah ouais, voilà, ils vont niquer là. Ils récupèrent Dave, ils récupèrent le chien de Michel Drucker qui est mort il y a 15 ans. C'est n'importe quoi. C'est comme l'Eurovision au final, hein. C'est du kitsch, c'est de la qualité, c'est des anecdotes, c'est des informations et des cordons bleus. Et je sais pas si tu voulais parler de ta promo un peu plus, parce que c'est vrai que quand j'ai fait ta bio, il y a eu beaucoup de promos. Mais est-ce qu'il y a les réseaux, tout ça? Oui, les réseaux, tout ça, même si au final j'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai plus qu'une page Facebook parce que ça me déprimait trop les réseaux sociaux. Donc j'essaie d'y être de moins en moins. Mais le podcast dont je parlais tout à l'heure, journal d'un humoriste sociopathe mais humaniste, comme ça vous entendrez parler des trucs. Et puis spectacle Merci Vasectomie, et le plateau que j'organise aussi, la piscine, tous les lundis et mardis maintenant, ça va être donc au Hangar, dans le 19e arrondissement. Oui, la scène heureuse, hein. Je traduis parce qu'au début je pensais que ça s'appelait la piscine. C'est Happy Scene, ouais. C'est un jeu de mots. Ouais, parce que moi j'ai vraiment tapé piscine, je le trouvais pas. C'est vrai. Jusqu'au jour où je l'ai trouvé. Sinon voilà, le Hangar dans le 19e. Avec Bertrand Noël et Humorman. Et Humorman, ouais, toujours. T'imagines, tu sors le blaze. Ah non, mais en fait, on s'est brouillé et c'est plus ça. Oui, non, après, voilà. Il y a eu des tensions, mais bon, tu sais comment il peut être, Guillaume, très. Ah ouais, insupportable. Voilà. Bon. En plus, tu vois, le field, à chaque fois, ils le savent. Hein, exactement. Ils le voient arriver, je dis, mais jamais. Peut-être que maintenant, il sera sélectionné grâce au nouveau système de sélection. C'est un nouveau système de sélection. Oui, parce qu'ils peuvent plus faire les sélections dans le hall. Donc, du coup, c'est présélection par Internet, en fait. Pareil, ouais. Eh bien, le field, vous êtes en train de changer, donc peut-être que je vais pouvoir changer mon article sur vous. Peut-être du coup que Humorman pourra y aller. Espérons, quoi, parce qu'il faut un petit peu de rotation, comme l'Eurovision. Enfin, il faut pas qu'il y ait une sélection interne qui vienne pourrir le truc, quoi. Le public a le droit d'avoir accès à tous les styles de comédie. Oui, après je pense que non pour le coup, je m'énerve. Pour pas faire de, parce que bon, pour ceux qui connaissent pas, on va développer vite fait. En fait, le Field, c'est une scène ouverte où les humoristes sont sélectionnés tous les dimanches et il y a souvent beaucoup de gens qui postulent et ils ont pas beaucoup de place. Et donc Humorman, Guillaume a postulé, je crois 6 fois à la suite sans être pris, malheureusement. Voilà, après c'est pas de chance, on va dire, parce que clairement c'est pas contre lui, ils connaissent pas, ils savent pas ce qu'il fait. Donc je pense qu'en plus il cartonnerait au Field, clairement. Après, et j'aimerais pas du tout être à la place de la personne qui sélectionne parce que c'est tellement dur de... Il y a énormément de monde, en fait, je crois que ça a été victime de son succès. Hein. Oui, clairement, c'est une scène qui a bientôt 30 ans là, donc ouais, allez-y au Field, c'est tous les dimanches et c'est vraiment une très chouette soirée aussi. Ouais, moi j'y vais jamais parce que j'aime pas le côté musical, étrangement, alors qu'il y a de l'Eurovision, tu vois, j'adore l'Eurovision. Non, je crois que je suis trop puriste pour le film. Mais j'y suis allée, en fait, c'est vraiment un truc à faire. C'est pas ma préférence. Et puis, c'est le soir, c'est dimanche soir et tout, donc... oui, et puis ouais, t'habites loin aussi. Ouais, j'habite loin, et donc c'est 1 heure de transport et tout. Et le lundi matin...
Parce que moi, c'est une des soirées qui m'a fait vraiment aimer Paris quand je suis arrivé. C'est de me dire, le dimanche soir à 20h, le week-end n'est pas fini, il y a encore le fil ou ce genre de choses. Et c'est à la pêche jusqu'au dimanche soir tard, quoi. Et moi, j'ai vu Kev Adams au Field. Ah, ben oui, c'est vrai qu'il avait été. Je suis même dans la petite vidéo. Oui, il jouait d'ailleurs un hater. Oui. Il s'était déguisé en hater de Kev Adams. Et ça, franchement, les gens, ils s'en rendaient pas compte. Et au bout d'un moment, tu sais, il faisait tellement de blagues gratuites sur Kev Adams, tu finis par tout comprendre. Mais quand il a enlevé son déguisement, qui était vraiment bien gratiné, c'est vraiment la barbe et tout, le stand-upper, la vie de merde. Il y avait vraiment un délire. C'est pas parce que vous avez une barbe que vous avez une vie de merde, c'est plus que ça. Non. Ghislain, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, Ghislain, il est formidable. Ouais. Écoutez l'épisode bonus de Passion avec Ghislain et Pierre Thévenoud. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Kev Adams au Field. Ouais, bah, du coup, c'était cool et personne s'est rendu compte que c'était lui avant qu'il enlève sa perruque. Quoi. Ah, c'était bien joué. Il avait bien changé sa voix. Tu l'as vu Moi, j'avais vu le résumé. Enfin, il avait montré la vidéo. Moi, j'avais du happening, quoi. Parce que bon, c'était un coup de com', du coup. Oui et non, parce qu'il n'a pas fait de promo particulière. Ah ouais? Non, en fait, la vidéo en soi, c'est un coup de com'. Ouais. Mais il n'avait rien à promouvoir à ce moment-là. D'accord. Okay. Donc, le coup de com'. Non, mais c'était bien joué, en tout cas. C'était bien fait. J'avais été pour Jean-Philippe de Tinguy. Ah oui. Il faut mentionner Jean-Philippe de Tinguy une fois sur deux, sinon le Passion s'auto-détruit sur les internets. Tu nous manques, Jean-Philippe. À chaque fois, c'est pas moi qui le dis, donc c'est vrai qu'il y a une demande de retour de Jean-Philippe de Tinguy, même si j'ai entendu Morgane Cadignan tout à l'heure dans le Floodcast dire un truc qui m'a fait penser à Jean-Philippe, en disant si un jour j'ai plus envie de faire d'humour, je veux pas me forcer. Il y a des humoristes qui continuent et ça vaut pas le coup. Ah, clairement. Et là, du coup, j'ai fait bah ouais, en fait. On peut laisser partir Jean-Philippe de Tinguy. On peut suivez-le sur ses nouveaux projets d'ailleurs. Rôti Musique. Voilà. On y est encore. Parce que donc Jean-Philippe, c'est quelqu'un qui touche à tout et qui réussit tout ce qu'il fait. Donc un jour, il s'est dit tiens, je vais essayer de faire de l'humour. Il a cartonné en très peu de temps parce qu'il est doué et qu'il est travailleur et génial. Et donc là, je pense qu'il va cartonner avec ce nouveau projet comme d'hab. Voilà. Ouais. Qui est très expérimental. Il faut que j'écoute les nouvelles parce que j'ai écouté que les 3 premières, mais il continue d'en sortir énormément. Il travaille beaucoup. Ah ben quand il se met dans un truc, il le fait à fond. Hein, voilà, donc bravo Jean-Philippe pour tout ce que tu fais. Et participe à l'Eurovision, peut-être qu'on va gagner. Putain, c'est un super challenge pour lui, ça. Parce que ça peut le dire. En plus, il fait beaucoup de... Ouais. À la Sébastien Tellier. Ah bah ouais, en plus, niveau son, il s'y connaît, donc il peut faire un truc vraiment extraordinaire, ouais. Un petit duo avec Philippe Catherine, un truc. Voilà, c'est une idée. Bah, on va conclure sur ça, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Ah non, ça c'est clair. Merci à toi de m'avoir accueilli ici. Merci à Passion de m'avoir accueilli dans ce podcast. Et regardez l'Eurovision, c'est cool. Ouais. Allez voir Parlons Eurovision, allez voir l'Eurovision au quotidien, les sites spécialisés. Il y a énormément de choses, des petites pépites. Et puis regardez les autres épisodes de Passion. Bonne soirée, bonne matinée, peu importe où vous écoutez, la nuit, je ne sais pas. Et au revoir. Bisous. Salut.